La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous partons tout de suite en direction de Tel Aviv. Avec plus de 410 000 habitants, c'est la deuxième plus grande ville en Israël après Jérusalem. C'est une ville à forte dynamique entrepreneuriale. Elle représente le centre économique et financier du pays. C'est aussi un centre de recherche important dans le domaine des hautes technologies. J'ai à mes côtés Charles Meyer. Maître, vous êtes avocat à Tel Aviv. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord, bonjour. Merci de votre accueil. Merci à vous d'être venu. Et Monsieur Rouache, Daniel Rouache, vous êtes président de la Chambre de commerce internationale Israël-France à Tel Aviv et professeur... à l'ESCP Europe, qui est une grande école de management. Nous sommes installés à Paris, Berlin, Londres, Madrid et Turin. D'accord, très bien. Merci d'être avec nous sur le plateau. Tout de suite, je vais donner la parole à Monsieur l'ambassadeur de France à Tel Aviv, Patrick Maisonnave, qui doit être en direct via Skype. Monsieur Maisonnave, vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire une rapide ébauche de la présence des Français à Tel Aviv, les chiffres, profils et évolution de ces chiffres, s'il vous plaît? Écoutez, je crois qu'il faut parler de la présence française en Israël, tout d'abord. Je crois que c'est une présence très importante. Vous savez qu'il y a à peu près 130 à 150 000 Français établis en Israël, ce qui fait d'Israël la première terre d'accueil des Français hors d'Israël et après les États-Unis, bien sûr. C'est une communauté très intéressante, c'est une communauté plutôt jeune. On considère qu'à peu près 2/3 des Français établis en Israël sont des actifs. Et puis surtout, c'est une communauté qui ne cesse d'augmenter, puisque si l'on regarde les chiffres de 2013, on a maintenant les statistiques, c'est une communauté qui a cru de 3 000 membres. 3 000 Français sont arrivés en 2013 en Israël, ce qui est bien sûr une statistique importante. D'accord. On connaît les raisons pour lesquelles les Français viennent en Israël et parmi ces raisons-là, bien sûr, l'attractivité d'Israël, notamment sur le plan économique. Et au niveau de l'attractivité économique, les opportunités pour les Français en Israël, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, s'il vous plaît? Bien sûr. Il y a des opportunités remarquables en Israël. Israël est un pays jeune, Israël est un pays qui se transforme. Je crois que tous ceux qui y passent, et même à titre touristique, sont sensibles à ces changements. Vous savez, Israël est un pays qui se développe beaucoup dans le secteur des infrastructures de transport, dans le secteur des infrastructures énergétiques. Il y a quelques entreprises françaises qui sont établies ici depuis un certain temps, Veolia, Alstom, et qui réalisent des affaires tout à fait considérables. Mais plus que ça, je crois qu'il y a un potentiel
très important. Il y a une croissance très soutenue dans ce pays. On est proche de 4%. Il y a un taux de chômage qui est remarquablement bas, qui est à peine plus élevé que 5%. Et donc, il y a de formidables opportunités dans le domaine des infrastructures hôtelières, dans le domaine de la grande distribution, dans le domaine du luxe, dans le domaine du design. Tous ces secteurs, vous savez, sur lesquels l'économie française est particulièrement performante. Et donc, moi, si j'avais un message à passer, ce serait aux entreprises françaises, venez vous installer en Israël. Il y a des opportunités de business, comme on dit. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention, monsieur l'ambassadeur. On va tout de suite enchaîner sur un sujet sur la sécurité informatique en Israël. Et pour cela, on écoute Edouard Kuckerman qui nous parle de ce sujet. Il y a beaucoup de sociétés qui ont été créées dans ce secteur parce que déjà au sein des unités de l'armée et de l'intelligence, beaucoup de jeunes sont formés à développer des technologies dans des unités comme la fameuse unité 8200 à l'armée ou l'unité de l'armée de l'air et ils développent des aptitudes très fortes dans tout ce qui est sécurité sur les réseaux, que ce soit réseau internet ou sur la téléphonie. Et ce qui a permis de créer de nombreuses startups dans le secteur. La plus connue, c'est probablement Checkpoint, qui a été créée par des anciens de l'unité 1200, Gil Schweb et Marius Nart, et qui aujourd'hui est le market leader, qui a 25% de market share dans tout ce qui est lié au secteur de la sécurité informatique, sécurité sur Internet. Merci, monsieur Kuckerman. Alors, monsieur Rouache, vous êtes co-auteur avec monsieur Kuckerman du livre « Israël Valley, le bouclier technologique de l'innovation », dans lequel vous parlez, bien sûr, du fait qu'Israël est pionnière en matière de sécurité informatique. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire monsieur Kuckerman ? Oui, il y a quand même un élément très important. Le chiffre qui a été cité par Edouard Kuckerman, 8200, c'est une unité spéciale de l'armée israélienne qui, en fait, il faut le comprendre, c'est une véritable université interne à l'intérieur de l'armée israélienne de Tsahal. C'est une université dans laquelle on arrive en Israël à repérer très vite les personnalités qui ont un fort potentiel. On va les recruter, on va les mettre pour les meilleurs des meilleurs. Donc, il y a tout un ensemble de tests pour les mettre dans cette unité. Et ensuite, c'est une unité d'élite qui va être confrontée avec les meilleures technologies. Donc en Israël, on a des jeunes qui ont 20, 21 ans, 22 ans, qui ont dans leurs mains des outils et des moyens qui sont extraordinaires, avec surtout une prise individuelle de responsabilité par rapport à leur projet. Donc Israël est très tourné, c'est évident, par rapport à la sécurité. En fait, Tsahal, l'armée israélienne, est très libérale en matière de transfert de technologie du militaire vers le civil, c'est-à-dire une technologie inventée comme le disait Edouard Kuckerman, à l'armée peut passer également dans le civil. Quelqu'un veut créer son entreprise, il crée son entreprise à partir d'une technologie développée dans l'armée. Et c'est très souvent le cas en Israël, ce transfert de technologie qui a été inventé dans le secteur militaire et qui passe dans le civil. Vous avez un exemple ? Oui, alors j'ai porté un exemple parce que c'est un exemple extrêmement révélateur. C'est une capsule endoscopie qui a été inventée par une société qui s'appelle Given Imaging. C'est des inventeurs. Vous l'avalez, je fais semblant de l'avaler, et pendant 2 heures, c'est une caméra endoscopique qui va filmer à l'intérieur du corps. Le médecin ensuite va analyser qu'est-ce qui s'est passé, il aura le film. Mais il faut savoir, cette technologie a été inventée par une entreprise qui est dans le secteur des missiles, qui s'appelle Raphaël et qui a fait du transfert de technologie du militaire vers le civil. Donc tout le savoir-faire qui est derrière cette caméra endoscopique filmée, analysée, etc., a été créé. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de technologies israéliennes qui ont été développées dans le cadre de l'armée et qui se sont transformées en instrumentation médicale ou dans d'autres secteurs industriels. D'accord. Monsieur Meyer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire quels autres secteurs porteurs, mis à part la sécurité informatique, on trouve à Tel Aviv et en Israël ? Alors, ce qu'on trouve en Israël comme activité pointue, oui, je dirais mondialement pointue, c'est les problèmes de la gestion de l'eau. D'accord. Les Israéliens sont à la pointe mondiale des technologies de dessalement de l'eau de mer. Et vous savez que le problème de l'eau potable est un problème majeur pour l'avenir de l'humanité, puisque la population croît, les besoins croissent. Et une entreprise qui s'appelle IDE, qui fait du dessalement d'eau de mer, est actuellement présente dans 40 pays et gère
400 installations de dessalement. C'est une entreprise israélienne. C'est une entreprise israélienne et des technologies israéliennes qui sont développées partout. Et j'ajoute, parce que le renseignement n'est pas inintéressant, également dans des pays du monde arabe. D'accord. Donc Israël, très pointu dans le secteur des hautes technologies. Il y a en fait des industries qui sont développées de manière naturelle. Parmi les domaines, vous avez le secteur de la biotechnologie. Mais le modèle israélien est extrêmement simple. Vous avez un institut qui s'appelle l'Institut Weizmann, qui est à Rehovot, qui est à 18 km au sud de Tel Aviv. Vous avez des chercheurs, des inventeurs. Il y a eu un prix Nobel récemment. Et juste en face de l'Institut Weizmann, vous avez un parc technologique, un parc scientifique, dans lequel vous allez avoir des gens qui vont utiliser ces savoir-faire technologiques dans le domaine de la biotech et qui vont développer. Donc en Israël, on se développe par grappes. Ça s'appelle des grappes technologiques, dans lesquelles vous avez des grappes. Vous pouvez en trouver également à Haïfa, qui est dans le nord d'Israël, autour du Technion, qui est l'Institut technologique d'Israël, dans lequel vous avez une industrie de software qui est absolument exceptionnelle. Mais c'est des jeunes qui vont à l'université, qui viennent travailler ensuite pour Microsoft, Google et autres. Il y a beaucoup de transfert de compétences, en fait. Voilà, c'est une ruche, c'est un écosystème et c'est un climat d'échange. D'accord, très bien. Sur ces sujets, je voudrais vous dire... Très rapidement, Monsieur Meyer. Je voudrais vous dire une petite chose, pas inintéressante. C'est que ce petit pays, qui est une sorte d'incubateur de technologie, on peut dire au niveau mondial. Tout à fait. Eh bien, ça n'est pas le fruit du hasard, ça correspond à une démarche culturelle. C'est que le peuple juif, dans son histoire, qu'on peut rappeler quand même à propos de l'État d'Israël, a une vieille tradition d'études, de recherche, de réflexion. Ça faisait partie, depuis l'Antiquité, de l'éducation religieuse, l'obligation d'étudier et l'obligation de développer la pensée et en l'occurrence la technologie. On en parlera peut-être tout à l'heure dans le sujet sur les différences culturelles. Merci beaucoup. On va faire une courte pause et on revient juste après sur un sujet sur Israël, la nation start-up. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Tel Aviv. J'ai à mes côtés Maître Meyer et Daniel Roache. Nous allons tout de suite parler de Israël, nation start-up. Alors Israël a la plus haute densité de start-up technologiques au monde et Tel Aviv a été classé par l'étude Startup Ecosystem Report 2012 en seconde position des écosystèmes entrepreneuriaux les plus performants au monde. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi il y a autant de start-up technologiques en Israël et particulièrement à Tel Aviv? Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un effet de contamination. Il y a quelques initiatives, d'abord des initiatives de l'État israélien dans la création de Venture Capital, une grosse société qui va financer des start-up. Et ensuite, il y a eu un esprit qui s'est créé en Israël. Il y a très longtemps, on disait « mon fils, tu seras pilote en Israël ». Ensuite, on lui a dit tu seras médecin et tu feras d'autres activités de profession libérale. Aujourd'hui, l'état d'esprit en Israël, c'est tu crées ta boîte, tu crées ta start-up et tu verras, si tu te plantes, pas de problème, mais on va t'aider ensemble. Donc, vous avez un esprit qui est lié à une culture locale dans laquelle la prise de risque est élevée, de manière naturelle. Deuxième point, les Israéliens savent très bien travailler en groupe. Donc, ils se regroupent par petits groupes de 2-3 personnes. Ils se disent, bon, on tente une aventure. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas,
On verra. Et vous avez une culture une culture, je dirais, de l'excellence. C'est-à-dire que ce que disait il y a quelques minutes Charles Meyer, que je traduis dans le monde universitaire, en Israël, on a un taux de publication international très important. Le nombre de diplômés par tête d'habitant est incroyable. Le nombre de brevets, c'est le 4e place au monde, quelque part après la Suisse. Donc, dans l'esprit local, tu crées ton entreprise, tu te développes et, hasard miraculeux, il y a une floraison d'entreprises qui sont revendues à des grands groupes américains. Oui. Aujourd'hui, vous prenez le groupe Google, vous prenez eBay, vous prenez Apple et autres, ils viennent en Israël racheter des petites startups qui n'existaient pas il y a 1 an ou 2 ans. D'accord. Donc c'est devenu un véritable business d'Israël. Donc les Israéliens se disent finalement, pourquoi traîner toute ma vie à avoir un salaire, etc. C'est pas du tout l'esprit israélien. C'est un esprit de flexibilité, de dynamique et de réaction. D'accord. Donc on se retrouve ensemble, on prend un risque. Aujourd'hui, quand on monte une société dans le domaine d'Internet, on a besoin d'un ordinateur, une petite salle et d'avoir une installation et quelques très bonnes idées. Et vous avez un environnement local. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, sans hyper valoriser Israël, c'est que finalement c'est un pays qui est assez simple, mais vraiment très simple. Il y a une bureaucratie lorsqu'on veut construire des bâtiments et autres, mais la création de start-up, elle se fait très vite. La fermeture d'une start-up également. L'État aide beaucoup pour Alors, la création de start-up. l'État facilite les choses, c'est-à-dire que ne donne pas une complexité. Donc le modèle israélien est très simple. Vous avez des universités à haut niveau, vous avez des jeunes qui ont un esprit entrepreneurial, vous avez des grands groupes industriels américains qui sont implantés également, des groupes allemands. Maintenant, on a les Français qui arrivent avec le groupe Orange et autres. Et vous avez donc ces modèles-là de grands groupes industriels aident ces startups qui vivent autour de ces grandes multinationales. D'accord. Monsieur Et donc, Meyer, vous voulez intervenir? Je peux ajouter un petit quelque chose. Oui. Il y a une originalité qui est une méthode très spécifique de coopération entre l'industrie, l'armée, Oui. l'université et un certain nombre d'incubateurs qui créent des projets. Et la particularité en Israël, et ça c'est vraiment remarquable, c'est malheureusement pas toujours comme ça en France, c'est que si vous avez une idée originale, si vous avez un projet, vous pouvez très rapidement rencontrer le président du groupe qui est compétent pour développer ce projet. Il vous recevra. Si au bout de 10 minutes, il a compris que ce n'est pas pour lui, l'entretien sera terminé. Mais si le projet l'intéresse, le projet sera développé. C'est-à-dire qu'on franchit rapidement les barrages de la hiérarchie pour exposer au sommet un projet nouveau, une idée nouvelle, une technologie nouvelle. Donc il y a une rapidité de décision aussi. Les choses se font vite. Au sommet pour déclencher l'organisation d'un nouveau projet, d'une nouvelle entreprise. Très bien. Merci, Monsieur Rouache. Vous allez nous quitter. Merci beaucoup pour votre intervention. On fait juste une courte pause de publicité. On revient tout de suite après pour un sujet sur les différences interculturelles entre la France et Israël.
sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Tel Aviv. J'accueille un nouvel invité sur le plateau, Mathieu Riès. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes président de Invest Consult Development. C'est une société qui accompagne les investisseurs dans la recherche de solutions à Tel Aviv. Effectivement, après quelques années, avoir développé une expertise essentiellement au sein de l'immobilier qui regroupe à peu près tous les cadres de vie, j'ai décidé de mettre à disposition ces compétences pour pouvoir accompagner éventuellement des entreprises et ou des particuliers dans une problématique de relocalisation ou d'investissement pur en recherche de rentabilité. Très bien. Et vous vivez entre Paris et Tel Aviv? Tout à fait. D'accord. Voilà, il faut garder toujours un pied dans les besoins et les objectifs des personnes. Tout à fait. On va tout de suite écouter encore une fois Monsieur Kuckerman qui, cette fois, nous parle des différences interculturelles dans le monde des affaires. Il y a de nombreuses différences culturelles. C'est vrai que les Israéliens sont très directs. L'esprit entrepreneurial est très fort dans ce pays. Les gens sont faciles d'accès. Il y a un mot qui est très populaire ici, c'est le mot chutzpah, qui peut être traduit par culot. Et qu'il y a moins, disons, les formes et les politesses qu'on peut avoir dans le monde des affaires en Europe ou en France en particulier, et qu'il faut s'habituer à ce rythme, cette façon de travailler. Effectivement, il y a un rythme également qui est très tendu ici, et le fait que c'est un pays qui a vécu de nombreuses crises, que ce soit lors des conflits ou parce qu'il y a une pression continuelle économique depuis le pays a été constitué en 1948. Ça fait qu'il y a une attitude qui est vraiment différente. Les gens sont très proactifs. Finalement, moi, j'habite depuis 30 ans ici et je me suis habitué à cette culture. Et je ne peux pas dire que ça me dérange autant puisque je suis là et je continue à rester en Israël pendant très longtemps. Alors, Monsieur Kuckerman évoque le mot chutzpah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Monsieur Meyer, dites-moi. Chutzpah. Chutzpah. Qu'est-ce que ça signifie? Chutzpah, ça veut dire toupet, audace, et ça s'applique là à l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire faire ce qui est apparemment impossible. Et c'est comme ça qu'on peut définir un petit peu l'esprit des Tel Aviviens dans les affaires. Tout est possible. C'est une caractéristique, c'est que quand quelque chose est réaliste et peut se réaliser, eh bien, l'audace permet de le faire. D'accord. Et qu'en est-il du rythme très soutenu? Il parle aussi d'un rythme très soutenu dans le travail, etc. Est-ce que vous le ressentez avec vos collaborateurs sur place, Monsieur Riès? Effectivement, les personnes travaillent, comme tout entrepreneur, énormément. De tôt le matin à tard le soir. C'est la condition sine qua non pour obtenir quelque chose. Doublé de cet esprit chutzpah, c'est-à-dire très fonceur, en faisant attention, bien sûr, à une certaine éthique dans le travail, mais à ne pas se laisser embêter par certains détails qui peuvent se régler après. Le but est d'obtenir ce que l'on souhaite et ce qui permet de faire donc une nation start-up. D'accord, très bien. Peut-être quelques conseils sur le comportement à avoir quand on fait des affaires avec des Israéliens, Monsieur Meyer? Voilà une très bonne question. D'abord, l'adaptation culturelle à un pays étranger est au cœur même de la réussite de toute activité économique internationale. Bien sûr. Les différences culturelles font que les gens ne se comprennent pas toujours. Vous ne pouvez pas vendre un produit au Japon comme vous le vendez au Brésil. Alors, donnez-nous un petit conseil, donnez aux spectateurs. Alors, en ce qui concerne Israël, il faut évidemment... Bon, d'abord, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je vous écoute. D'abord, la première, qui est l'expression de mon expérience personnelle internationale de plusieurs dizaines d'années, c'est une expérience de traducteur de concepts. C'est-à-dire? Un avocat oui. travaillant avec des clients étrangers dans un pays, et quelqu'un qui intervient pour veiller, en traduisant ce que disent les uns et les autres, à mettre dans un même texte un sens qui soit commun aux deux parties. D'accord. Sinon, il arrive très fréquemment que les gens ne comprennent pas
exactement ce que veut leur interlocuteur ou ce que pense leur interlocuteur dans les affaires. Et la traduction hébreu-français est particulièrement compliquée. C'est pas un problème de langue. D'accord. D'abord parce qu'en Israël, on travaille beaucoup en anglais. Pratiquement dans le monde des affaires, beaucoup de choses se font en anglais. C'est pas un problème de langue, c'est un problème de concept. Dans l'opérateur français et de culture juridique continentale, alors qu'Israël a un droit qui est issu du vieux mandat britannique et qui est une tradition juridique anglo-saxonne. On est sous un régime qui a beaucoup évolué, bien sûr, par le travail du législateur israélien, mais on est dans un système fondamentalement de common law. Oui. Et par conséquent, quand on discute d'un contrat, nous sommes de part et d'autre avec des concepts qui peuvent être différents. Et l'une des choses qu'il faut prendre en compte, c'est de bien comprendre ce que pense et ce que veut l'interlocuteur dans la rédaction d'un contrat. Ça, c'est au niveau... Alors, en tant que différence culturelle, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il faut prendre en compte. D'abord, je voudrais détruire un mythe. Oui, on vous écoute. Voilà, je veux détruire un mythe. Beaucoup de gens pensent, quand ils ne sont pas avertis, que pour faire des affaires en Israël, il faut être juif. Oui. C'est fondamentalement erroné. Le pays est l'un des pays au monde les plus cosmopolites, les plus ouverts, que ce soit en termes de langue, que ce soit en termes de civilisation, de culture, que ce soit même en termes de religion. Il y a en Israël 17 religions connues et qui exercent leur culte. Tout à fait. Voilà. Donc, il n'y a pas à cet égard-là, il faut prendre en compte les diversités. Mais je crois que je voulais juste savoir si vous étiez d'accord avec ça. Il ne faut pas forcément être juif pour travailler en Israël. Vous êtes d'accord Maître Meyer a absolument raison. Il n'y a pas besoin... effectivement, Israël n'est pas un pays laïque comme la France. Toutefois, les affaires sont mondiales et internationales, que ce soit au niveau des startups ou autres. Donc, le leitmotiv est de faire avancer les affaires et qu'elles avancent bien. Maître Meyer a encore une fois raison quand il parle de différences culturelles. Et c'est ce que je me propose de faire avec mes clients chaque jour. Une expertise sur un pays que je connais bien, Israël, sur une autre culture que je connais également très bien, la France, pour pouvoir faire coïncider les attentes et les besoins des gens à la réalité de tous les jours, puisqu'effectivement, quand on parle d'une couleur qui n'est pas une couleur blanc, ça a une certaine définition pour des personnes. Dans un autre pays, ça a une autre définition. Donc il faut vraiment bien faire cadrer. Vous faites un petit peu le lien et vous mettez en contact avec les bons interlocuteurs sur place. Ce qui permet certaines erreurs par lesquelles j'ai pu passer dans le cadre d'une immigration, car il n'est jamais évident d'émigrer. Oui, il faut expliquer aux visiteurs français qu'il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas dire ou ne pas faire pour ne pas heurter la sensibilité locale. Bien comprendre la culture sur place. Bien comprendre les problèmes. On va d'ailleurs passer à un sujet sur la vie quotidienne sur place. Et pour cela, on écoute tout de suite Nathalie Mimoun qui nous parle de la sécurité à Tel Aviv. Dès notre arrivée à Tel Aviv, à l'aéroport déjà, on sent que la sécurité est primordiale. On est soumis à des règles sécuritaires importantes. On a des contrôles de sécurité à l'entrée des restaurants, des musées, des centres commerciaux. On se sent bien, on se sent rassuré. Dans la rue, civils et militaires sont mélangés, mais ça n'a absolument rien d'agressif. On se promène en toute sécurité. Alors, Monsieur Ries, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Nathalie Mimoun? On se sent en sécurité quand on est à Tel Aviv? À 1000% en sécurité. D'ailleurs, ce n'est qu'une simple formalité que d'ouvrir son sac à l'entrée d'un restaurant ou autre. Il y a quand même des fouilles à l'entrée des restaurants, des centres commerciaux. On ne peut pas appeler une fouille, parce qu'une fouille peut être interprétée, comme on peut le voir dans d'autres pays, une réelle fouille au corps. Là, c'est simplement une ouverture de sac pour assurer qu'il n'y ait pas d'armes, de bombes ou de choses qui ont été dues en un certain temps et mettre de l'insécurité. La vie à Tel Aviv et dans tout Israël est vraiment extraordinairement calme et sincèrement se sent en sécurité. D'accord, merci. Donc il n'y a pas d'incidence du contexte politique sur la vie quotidienne, Monsieur Meyer? Non. On peut dire globalement non.
Ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas conscients de la réalité politique, des risques politiques, qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont entourés, hélas, par la haine. Mais dans la vie quotidienne, ça ne se ressent pas. Les gens n'ont d'ailleurs pas de haine non plus. Et la population israélienne, et surtout à Tel Aviv, vit dans une parfaite plénitude, comme partout. D'accord. Donc, il n'y a pas de conséquences de la situation internationale sur la vie quotidienne à Tel Aviv. Les gens vivent tout à fait normalement. Quant aux mesures de sécurité, ce que vous disiez, j'y souscris complètement. Les mesures de sécurité, c'est pas beaucoup plus, c'est même plutôt moins visible que Vigipirate à Paris. D'accord. Donc on est en sécurité à Tel Aviv. Rassurons les Français qui voudraient s'y installer. Complètement. Très bien. Cette sécurité dont on parle, qui était sécurité par rapport à du terrorisme, des bombes, des missiles ou autres, c'est de ça dont vous parliez par rapport au contexte politique. Certains belligérants. Maintenant, moi, je souhaiterais parler également d'une autre sécurité qui est la sécurité de tous les jours, où la vie est une vie très active, avec un climat qui permet aux gens d'être en extérieur un maximum de temps. Si ça vous dérange pas, on va parler de ça juste après la pub, parce qu'on a un sujet qui est destiné à la vie quotidienne juste après la pub. Donc on fait une petite pause et on revient tout à l'heure pour un sujet sur la vie quotidienne. Sur le plateau des 24 heures de chrono de l'International, nous allons achever cette émission sur Tel Aviv avec un sujet sur la vie quotidienne sur place. Alors Monsieur Ries, juste avant la pause, vous nous parliez de la sécurité au quotidien. On n'a pas de mal à laisser ses enfants aller tout seuls à l'école. Effectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, pour avoir connu juste 3 pays dans le monde, que ce soit la France, Israël ou un peu les États-Unis, à choisir pour élever des enfants, je choisirais effectivement Israël, puisque il n'y a pas d'insécurité au quotidien comme on peut le vivre dans des grandes métropoles, qu'elles soient européennes ou aux États-Unis. Et je suppose que pour des parents, c'est quelque chose de tout à fait rassurant que de se dire que son enfant ne risque pas aucune agression, ou dans des proportions qui relèveraient de 1% par rapport à ce qui se passe dans d'autres métropoles. Tout à fait. On dit aussi que Tel Aviv est la ville qui ne dort jamais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Monsieur Meyer ? Eh bien, la ville ne dort jamais parce que jour et nuit, il y a de la circulation, des commerces ouverts, des restaurants, il y a une vie nocturne importante à Tel Aviv. Beaucoup de commerces sont ouverts 24 heures. Je ne suis pas spécialisé de la vie nocturne. D'accord. Mais vous ne m'en voudrez pas. Mais ceci étant, la ville, vous pouvez à n'importe quelle heure de la nuit sortir et voir un flot de voitures. On se demande comment, pourquoi. Il y a une activité intense et permanente. D'accord. On va achever cette émission. Peut-être un dernier mot chacun. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un Français qui voudrait s'installer à Tel Aviv là maintenant, mais vraiment en quelques mots? Eh bien, en quelques mots, Tel Aviv est une ville dans laquelle il y a une pulsion de vie absolument incroyable, un dynamisme
d'abord culturelle. Tout à fait. Il y a l'opéra, il y a des musées, il y a des expositions, il y a un monde artistique absolument intense. Pulsion de vie aussi dans le domaine économique, oui, on a dans vu la ça. vie sociale. Et comme le disait M. Ries, beaucoup d'activités dans la vie de Tel Aviv, mais aussi en général dans la vie israélienne, sont centrées autour de la réussite des enfants. D'accord. Alors l'enfant, c'est vraiment l'idole du pays. Tout est fait pour l'enfant et son éducation. Très bien. Merci, Monsieur Meyer. Mathieu Ries, un dernier mot? Shalom. 2 mots, allez. Ah ben voilà, parfait. Merci, on va conclure là-dessus. On se retrouve tout à l'heure pour une émission sur la ville de Bratislava en Slovaquie. Merci beaucoup.